Gérard, bref résumé. Premièrement, donc, il existe aujourd'hui 20 000 usines de dessalement de l'eau, alors qu'il y a 30 ans, ça paraissait quelque chose d'absolument extraordinaire. Donc, il y a du progrès technologique et la révolution de la croissance verte, elle passe aussi par l'innovation. Deuxième point, l'eau est le problème numéro un. Ça, vous en avez peut-être un peu entendu parler. Et troisièmement, on a un point sur lequel on a besoin de vous pour départager Charles et Claude. Est-ce qu'il faut lutter contre les gaz à effet de serre? Oui. Je vous ai dit que je n'étais pas pour partisan du CO2. Est-ce que les gaz à effet de serre augmentent la température du globe? C'est tout. Question reformulée. Vous êtes aussi ingénieur, parce qu'avant d'avoir été D'abord, j'aime bien ce qu'a dit Claude Allègre sur la question de l'eau. On ne parle plus que de CO2 actuellement, et on ne parle pas assez de la question de l'eau, qui est une question centrale et qui concerne immédiatement 1 milliard de personnes sur la Terre. Et cette question qui a été largement débattue il y a 10 ans, on constate aujourd'hui qu'elle n'a fait aucun progrès. Aucun progrès dans le monde. Il y a quelques années, j'avais moi-même, bien modestement, un peu avant Johannesburg, lancé un modeste appel, la nouvelle bataille de l'eau, en essayant de sensibiliser un certain nombre de responsables. Tous sont individuellement sensibilisés lorsqu'on leur parle, comme vous venez de le faire. Simplement, ensuite, au niveau des décisions, au niveau de l'action, ça ne bouge pas. Et c'est un domaine dans lequel les questions de gouvernance mondiale sont cruciales et ne permettent pas d'avancer, même si la technologie a fait d'énormes progrès. Vous soulignez effectivement le dessalement. S'il y a un domaine où la croissance verte peut effectivement apporter quelques éléments de solution, dans le domaine dans lequel l'industrie française est présente et fortement présente, c'est bien le dessalement. Donc, les deux grands groupes français d'eau sont tous les deux très présents dans ces domaines, l'un avec la technologie thermique, c'est Veolia, l'autre avec la technologie de l'osmose inverse, c'est notre groupe avec De Grémont. Donc un domaine qui va se développer, mais absolument massivement. Et sur le domaine de l'eau, il y a d'autres techniques de réutilisation, d'économie d'eau. On parle des économies d'énergie, mais on doit commencer aussi à économiser l'eau. Et même pour un groupe qui vend de l'eau, économiser l'eau partout, même dans les pays développés, c'est une nécessité. Et nous encourageons depuis longtemps tous nos clients, les consommateurs, à économiser l'eau, parce que l'eau, c'est précieux. C'est comme l'énergie. En matière énergétique, croissance verte, est-ce que vous avez des choses à rajouter, à compléter ou à contredire? Non, pas à contredire. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Charles. J'ajouterais peut-être deux, trois éléments. L'efficacité énergétique, on en parle beaucoup, c'est une nécessité absolue. On répète que le kilowattheure le moins cher ou le mètre cube de gaz le moins cher, c'est celui qu'on ne consomme pas, plus qu'il ne pollue pas. Nous avons fait un cheval de bataille. Nous avons décidé de constituer une branche complète d'activités dédiée à l'efficacité énergétique, et elle regroupe aujourd'hui 78 000 personnes. Donc c'est même la branche la plus nombreuse au sein de GDF Suez. Gaz de France, de son côté, et Suez, séparément, avaient la même stratégie depuis quelques années, à savoir ne pas être simplement des vendeurs de commodités, parce qu'à ce moment-là, on est tenté d'en vendre le plus possible, mais offrir aussi simultanément à nos clients des services de conseil, voire des équipements d'efficacité énergétique ou d'économie d'énergie. Donc on a regroupé Elio, Ineo, Endel, Cofatec, etc. Ça fait maintenant une très grande branche qui a, dans ce domaine de l'efficacité énergétique, un leadership mondial. Je ne sais pas si vous l'avez dit avant que j'arrive, et pardonnez-moi encore une fois d'être arrivé en retard, dans ces domaines de l'énergie, la France a effectivement des champions mondiaux. On ne le sait pas assez, on l'a dit tout à l'heure pour l'environnement, mais dans l'énergie, si vous alignez les divisions françaises, avec Total, avec GDF Suez, Total est pratiquement dans les 10 plus grandes sociétés mondiales. Dans les 20 premières, vous ajoutez GDF Suez. Dans les 30 premières mondiales, tout secteur confondu, vous ajoutez EDF.
Donc 3 entreprises françaises dans les 30 premières mondiales, toutes les 3 dans le secteur de l'énergie. Il n'y a pas un seul autre pays au monde, si on retire les pétroliers américains, qui puisse afficher une telle équipe, et ajouter Areva, ajouter Alstom, le CEA, absolument. On a une équipe de France de l'énergie et d'autres groupes très brillants, même encore de plus petite dimension. Merci Gérard. À peine. Et j'avais d'ailleurs, avant que vous n'arriviez, mentionné cette équipe de France. Merci, mais vous en faites partie. Vous êtes dans la sélection. Je crois que la France a un rôle à jouer intelligent par une connivence suffisante entre les grands acteurs, français. Au fond, le 19e siècle était le siècle du charbon, et la révolution industrielle s'est faite sur le charbon en Europe, le 20e sur le pétrole, et au 21e siècle, l'Europe n'aura bientôt, quelque part au milieu du siècle, plus de pétrole, plus de gaz, même si le gaz ça dure un peu plus longtemps, et très peu de charbon. Donc l'Europe, qui est la plus grande zone de consommation d'énergie au monde, n'aura bientôt plus d'énergie fossile pour son propre approvisionnement, donc elle sera presque complètement dépendante de l'extérieur pour son approvisionnement en énergie fossile. Donc elle n'a pas le choix, elle doit absolument être à la pointe de l'innovation, et la croissance verte, c'est pas une fantaisie pour l'Europe, c'est une nécessité absolue, parce que les formes de production d'énergie ne reposant pas sur les énergies fossiles sont toutes vertes. Et merci d'inclure le nucléaire, domaine dans lequel, évidemment, la France a, grâce à ses équipes, à ses ingénieurs, à ses entreprises, une position tout à fait unique. Donc, moi, je crois beaucoup à l'énergie, à la croissance verte, à condition de ne pas, d'abord, ne pas être la seule, et deuxièmement, et à ne pas se focaliser exclusivement sur la lutte contre le réchauffement climatique. Il faut le faire. C'est un des défis, c'est un des challenges. Ça n'est pas le seul. Gérard, sur la taxe carbone. Oui, moi je suis favorable à une contribution climat-énergie qui enverrait un certain signal aux consommateurs, à condition que ce soit équitable. Et il y a un petit défaut dans le projet actuel, c'est qu'on exonère complètement l'électricité. Alors, je vais dire pourquoi je ne suis pas favorable à l'exonération complète de l'électricité. Je ne suis pas anti-électricien, puisque je suis électricien aussi, mais aussi gazier. Ça part de l'idée un peu trop simple qu'en France, on fait la simulation électricité égale nucléaire, donc pas de CO2. C'est assez largement vrai, mais ça n'est pas vrai en totalité. Et en particulier, pour un pays comme le nôtre, qui a développé massivement le chauffage électrique, on oublie qu'aujourd'hui, on a un système fondé sur le nucléaire à 80%, donc un système très, très, très puissant, mais en même temps fournissant l'électricité en base, donc relativement rigide. Au fond, les centrales nucléaires tournent 24 heures sur 24 et produisent la même quantité d'électricité. Quand vous avez du chauffage électrique, d'ailleurs pour un ingénieur, transformer l'électricité énergie noble, forme d'énergie noble en chaleur, énergie dégradée, c'est déjà un peu une aberration. Mais lorsqu'il fait froid, tout le monde branche son convecteur en même temps. Le résultat, c'est que ce n'est pas l'électricité nucléaire qui fournit l'énergie correspondante. On met en route des centrales au fioul, au charbon, où on importe de l'électricité massivement d'Allemagne. C'est du charbon au lignite.